Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Un policier blessé lors d'une attaque au couteau en Allemagne a finalement succombé à ses blessures. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. L'agresseur dans cette histoire-là est un homme de 25 ans, né en Afghanistan. On ne connaît pas encore ses motivations. Ouais, ça c'est ce qu'on pourrait appeler une manière de raconter l'histoire, effectivement qu'on lit dans l'AFP et tout ça. Mais je te raconte la scène telle qu'elle, si on fouille un peu l'histoire en question, c'est plus compliqué. Alors, en gros, je te donne le contexte. Il y a un événement organisé par un stand politique, organisé par un mouvement anti-islamisation en Allemagne. Organisé par une figure publique connue pour son engagement contre l'islamisation. Ce que le système a l'habitude d'appeler extrême droite, mais bon, je dis ça. Le stand est là, l'Afghan se présente, qui par ailleurs apparemment avait fui, pour ce qu'on en comprend jusqu'à présent, l'Afghanistan pour fuir les talibans. Bon, comme quoi on voit les réfugiés peuvent quelquefois avoir un profil singulier. Et il s'est jeté sur les militants en question, avec un poignard tout à fait conséquent. Les policiers ont voulu séparer les deux, mais les policiers, et là on arrive dans la partie complexe de l'histoire, ce sont d'abord le policier, qui est mort par ailleurs, c'est tragique, c'est d'abord jeté sur l'agressé plutôt que sur l'agresseur. Pourquoi? Parce qu'on est en Allemagne dans un discours public qui depuis quelques années, on pourrait dire depuis 2015, mais plus encore depuis les derniers mois, avec la montée de l'AfD, j'y reviendrai, qui est le parti national populiste allemand. On est en Allemagne, on dit la principale menace, ce sont les mouvements anti-immigration massive, anti-islamisme, étiquetés à l'extrême droite. Dès lors, dans la tête du policier qui voit la scène, le véritable danger, c'est le militant identifié par sa tenue du mouvement qui était le sien, plutôt que l'agresseur qui, par ailleurs, s'est tourné contre le policier, l'a agressé et l'a même tué. Ensuite, les autorités en Allemagne, assez rapidement, ont constaté, c'est le discours des autorités allemandes, c'est pas le discours improvisé, ils ont dit c'est un attentat islamiste. La piste islamiste est claire dans les circonstances. Ce qui est intéressant, c'est le récit médiatique qui est fait de tout ça. Je regarde pas seulement en Allemagne, mais en Grande-Bretagne, en France, tout ça. Le récit médiatique, je te fais une forme de synthèse des différents titres, c'est agression au couteau dans le cadre d'un rassemblement anti-islam d'extrême droite en Allemagne. Et là, on fait le profil du poignardé, on fait le profil de l'agressé sur le mode. Il l'avait un peu cherché quand même. Je veux dire, je lisais dans un grand quotidien français, on nous présentait ça, c'est comme si globalement, avec les idées que ce type peut avoir, n'a-t-il pas à tout le moins couru après ses coups de couteau à défaut de les avoir mérités? La police allemande, dans le récit qu'elle fait des événements, donc il y a les faits et il y a le récit, elle nous dit c'est un heurt, c'est un affrontement entre des extrémistes de différentes tendances. Sauf qu'un extrémiste est arrivé avec un couteau, puis l'autre extrémiste est arrivé avec des flyers à distribuer, des pamphlets, des dépliants. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? On voit, lorsqu'on est devant une agression islamiste, les autorités ont dû, c'était tellement évident, oserais-je dire, que les autorités n'ont pu faire autrement que le nommer comme tel. Et là, ah oui, j'ajoute une chose, c'est important. Depuis une semaine en Allemagne, le gros sujet de scandale, c'était qu'on a retrouvé, il y a une vidéo qui circulait de jeunes qui reprenaient un chant d'immigration, qui, je précise, est un chant tout à fait condamnable. La question est pas là, c'est un chant absolument inacceptable. Mais là, tout le système médiatique se dit « Ah ben voilà, c'est bien la preuve, le danger, regardez cette jeunesse qui ose faire des chants anti-immigration. » Mais au bout d'une semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est les militants dits d'extrême droite qui ont poignardé quelqu'un? C'est pas ce qui s'est passé. C'est encore une fois un islamiste qui a frappé. Dans un contexte, je vais prendre la peine de l'ajouter, où il y a une semaine environ, il y a une dizaine de jours, il y a eu une marche à Hambourg d'islamistes pour l'instauration du califat en Allemagne. Donc, tu as d'un côté un discours médiatique qui
dit le vrai danger, c'est les partis populistes, le vrai danger, c'est ce qu'ils appellent l'extrême droite, le vrai danger, c'est la critique de l'islamisme et de l'immigration massive, mais quand le réel frappe aux portes, il prend un tout autre visage. Je précise que l'Allemagne est un pays qui, à partir depuis 2015, avec la décision d'Angela Merkel d'accueillir les colonnes de migrants suite à la crise en Syrie, eh bien, l'Allemagne a vraiment connu une transformation et commence à payer le prix d'une décision politique inconsidérée. Mais j'y reviens un instant. Donc, moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est les événements. D'ailleurs, la vidéo était disponible sur Internet. Je l'ai vue, c'est frappant. C'est frappant parce que d'un côté, moi, je suis assez réservé à l'idée qu'on fasse circuler ces vidéos-là. C'est des vidéos de crime quand même. De l'autre côté, l'écart entre le récit médiatique et la réalité qu'on a devant soi nous force quelquefois à dire, ces vidéos-là sont utiles parce qu'elles viennent casser un récit de propagande. Et donc, un attentat islamiste qui nous est raconté médiatiquement comme une violence calcade dans un meeting d'extrême droite, entre guillemets. La police, lorsqu'elle doit le dire, oui, c'est vrai, ils islamistes, mais c'est des extrémistes des deux bords. Et puis, au final, le type qui s'est fait agresser n'a-t-il pas cherché son mauvais sort? Je trouve qu'il y a dans cette séquence tous les biais idéologiques trop souvent présents dans certains médias quand vient le temps de parler de cette crise majeure pour notre temps, qui est quand même celle de l'islamisme qui a frappé en Allemagne cette fois. Donc, je me permets de raconter ça parce que j'ai vu comment l'histoire est apparue et les différents filtres dans sa narration, ce qui fait qu'au final, on avait l'impression qu'une collectif de crânes rasés allemands avait finalement fait du grabuge. J'ajoute une chose, parce que je l'évoquais, c'est la question de l'AfD. Là, il y a les élections européennes le 9. L'AfD, c'est le Parti national populiste allemand. Un parti qui est un problème. D'ailleurs, le Rassemblement national de Marine Le Pen a rompu avec lui il y a quelques semaines à peine, en disant « Désolé, là, vous allez trop loin ». Ce qui est fascinant par ailleurs, c'est que c'est un parti qui s'est constitué d'abord autour de la critique de l'euro, de l'Union européenne, qui à partir de 2015 a pris un discours assez fort sur l'immigration massive, mais on est en Allemagne. Et moi, je suis en ces matières, comme tout occidental normal, je me méfie du nationalisme allemand. Comme tout occidental normal, on se dit toujours, mais qu'est-ce qui du passé remonte à la surface? Et on est avec un parti vraiment paradoxal, où si le moteur électoral de ce parti, c'est la critique de l'islamisation, de l'immigration massive. Dans les faits, il y a toute une part toxique de l'histoire allemande qui remonte à la surface chez certains de ses cadres, chez certains de ses militants. Puis ce sont on connaît l'histoire de l'Allemagne au 20e siècle. Et là, c'est cette part toxique qui remonte, donc il y a une espèce d'étrange mixture qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les partis populistes européens se séparent de ce parti en disant « Désolé, ça, on ne peut pas faire cause commune avec eux. » Donc, tu vois à quel point c'est d'une complexité inouïe comme situation et plus complexe que ce qui nous était raconté, je crois, depuis vendredi, depuis samedi. Ouais. En France, maintenant, Mathieu, parle-nous un peu d'une figure politique qui fait couler de plus en plus d'encre, Jordan Bardella. Ouais, alors je pensais pas parler de ça, je me dis, est-ce que je vais expliquer la politique française sur les zones québécoises? Mais là, quand j'étais de passage à Montréal il y a quelques semaines, plusieurs personnes m'ont demandé, des amis de différentes tendances, de différents milieux, différents environnements, c'est qui ce Bardella? Là, je dis, OK. Donc là, Bardella est devenu une figure qui a une portée suffisante pour qu'on ait besoin de comprendre qui est ce personnage. Pardonne-moi. Alors, Jordan Bardella, c'est la tête de liste du Rassemblement national, qui est le parti de Marine Le Pen, aux élections européennes du 9 juin. C'est le président aussi de ce parti parce que Marine Le Pen s'est mise en retrait de la présidence de son parti, pour être un peu, elle est députée du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, mais elle se veut en surplomb des partis pour être la candidate du Rassemblement 2027. Bardella est une figure, le gars a 28 ans, tout le monde en convient, même ses adversaires en conviennent, il est très talentueux. À 28 ans, il y a une aisance, une grande aisance en communication. Et sa liste en ce moment dans les sondages est première. Le RN fait autour de 33% dans les sondages. La force de Bardella, c'est qu'il est capable donc il a son charisme politique, mais il est capable de rassembler des électeurs qui autrefois se dispersaient électoralement. Et là, il les rassemble autour de son nom. Donc à la fois le vote traditionnel du Rassemblement national, qui est un vote populaire, mais aussi une partie de la bourgeoisie de droite qui considère que désormais l'union va se faire autour de ce parti. Et par ailleurs, mais là ce qui est particulier, c'est que l'homme est très doué, mais quand vient le temps d'avoir des débats, c'est plus compliqué. Il y a eu un débat récemment avec Gabriel Attal, qui est le premier ministre français. Et même les partisans de Bardella ont reconnu
que dans le débat, il ne l'a pas gagné, il ne l'a pas remporté. C'est-à-dire, Attal, qui est lui le représentant du centre, avait une maîtrise des dossiers et tout ça, et Bardella, à ce moment, c'est comme s'il avait connu son premier vrai choc. C'est très doué pour la communication, mais la maîtrise des dossiers n'était peut-être pas encore au rendez-vous. Puis ça en a frappé plusieurs. Ensuite, il y a 28 ans, je l'ai dit, donc il est rentré au RN au temps où c'était encore le Front National. Et Alexandre Devecchio, qu'on a reçu à cette émission la semaine dernière, dit de lui assez justement, ce n'est pas l'enfant historique de ce qu'on a appelé l'extrême droite française, c'est plutôt l'enfant des révoltes des banlieues en 2005. C'est l'enfant de la génération 11 septembre. Ce sont les enfants de la société diversitaire qui éclatent. Et j'ai eu l'occasion d'en parler souvent dans mon passage ici avec des gens qui sont dans cette tendance, puis des plus jeunes. Moi, j'ai 43, je suis confortablement installé dans le chemin vers l'âge adulte, hein, vers le vieil âge. Eux, ce qu'on voit, et c'est assez frappant, c'est qu'ils disent on est né dans une société déjà fracturée, déjà concassée, déjà déstabilisée. Et dès lors, ils ont rejoint des partis populaires, le RN dans ce cas-là, sans se soucier exagérément de son histoire, de la longue histoire. Ils ont rejoint le RN là où il était rendu et non pas là où il avait commencé. J'ajoute que dans le cadre des européennes, c'est important de le dire, il y a 2 autres listes qui sont importantes à droite. Il y a celle de François-Xavier Bellamy, qui est la droite classique, mais au titre d'une intelligence remarquable. Ça vaut la peine de le regarder. C'est un philosophe qui s'est engagé en politique. Et Marion Maréchal, qui est la nièce de Marine Le Pen et qui, elle, est à la tête de la liste de Reconquête, la liste du parti d'Éric Zemmour, à laquelle on promet quand même, si la tendance se maintient, elle va avoir quelques députés aussi. Donc, on voit le paysage politique français se recomposer, mais la figure qui aura émergé ces derniers mois, c'est ce Jordan Bardella, dont on m'a même parlé de manière étonnante lorsque j'étais de passage à Montréal il y a quelques semaines. Ça m'a étonné, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire un effort de clarification minimale. Denis Coderre, qui est allé marcher Compostelle, a fait son grand retour à Montréal. Yves Poirier l'attendait d'ailleurs à l'aéroport. C'est le 21 juin, Mathieu, qu'on connaîtra finalement sa réponse, à savoir est-ce qu'il va, oui ou non, se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui doute que Denis Coderre va se lancer dans la course à la direction du Parti libéral? Non, pas du tout. Je crois que c'était d'une clarté incroyable. Mais j'avoue, si j'étais l'ami de Denis Coderre, ce que je ne suis pas, je ne lui souhaite que du bien dans sa vie privée, mais si j'étais son ami, je le mettrais en garde. Parce que Denis Coderre, manifestement, il n'y a pas d'appel autour de Denis Coderre aujourd'hui. Il n'y a pas un mouvement profond de l'opinion qui dit « Denis, sauve-nous ». On est devant un homme qui a connu une expérience d'ailleurs de santé assez dramatique. Il dit qu'il s'en est remis. Je m'en réjouis pour lui. S'en est-il pleinement remis? On n'est pas toujours lucide sur soi-même. Et je redoute pour lui qu'il a eu une carrière politique honorable. À Ottawa, moi, je suis un indépendantiste, je suis en désaccord avec lui sur l'essentiel et sur le reste, mais il y a une carrière, du point de vue de la carrière, une carrière honorable à Ottawa, une carrière honorable à Montréal. On aurait pu lui souhaiter d'ailleurs un autre mandat. Je pense qu'on était en droit de lui souhaiter un autre mandat. Il ne l'a pas eu. J'ai l'impression que ce retour, c'est le retour qui va faire pouet-pouet. J'ai l'impression que ce retour, c'est le retour d'un homme qui va s'effondrer, qui croit à sa légende, qui croit à sa puissance d'attraction, mais qui au final risque de connaître une forme d'effondrement, une forme d'humiliation publique. Je redoute que Coderre, décidant d'y aller, connaisse là l'échec qui l'éjectera définitivement de la politique. Et je comprends qu'il va y en faire, c'est ça qu'il a fait toute sa vie. La politique, pour lui, c'est une carrière. Mais je redoute pour lui, j'ai l'impression que tous ceux qui ne lui disent pas la vérité en ce moment, qu'il risque de connaître le plus grand échec de sa vie, ne se comportent pas véritablement comme ses amis s'ils prétendent l'être. Merci Mathieu, bon épisode à toi. Bye bye.